Laissons parler la science. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019, la RDC est un pays soupçonné, isolé et mal perçu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Isolé et mal perçu. Il y a solo ou bien soloté. Aux yeux du monde, le Congo de Joseph Kabila était un État opaque. Il y a solo ou bien soloté. Un pays où les élections étaient contestées. Depuis 2011, il y a solo ou bien soloté. Un territoire minier sous influence étrangère. Il y a solo ou bien soloté. Et une zone d'insécurité chronique à l'est. Et donc, les grandes capitales, Washington, Bruxelles, Paris, Doha, etc., ne savaient plus qui croire ni qui écouter en RDC. Les rapports de l'ONU, des ONG et de services étrangers répétaient la même chose. Il y a solo ou bien soloté. La RDC est ingouvernable, la RDC est corrompue, la RDC est infiltrée. Autrement dit, le pays existait sur la carte du monde, certes, mais il n'existait plus dans les esprits des dirigeants. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est là que Félix Tshisekedi a pris une décision stratégique. Le voyage, répartir lui-même, présenter la nouvelle RDC directement face au chef d'État. Le choix de voyager, parler au monde avant que d'autres ne parlent à sa place. Les amis, de ces premiers mois, Félix Tshisekedi a entrepris une tournée diplomatique mondiale. Et ces voyages n'étaient pas du tourisme politique, selon certaines personnes. Comment un homme peut aimer se balader comme ça, en l'air? Quel plaisir! Quel est ce plaisir-là de se balader comme ça? 4 heures, 8 heures, 7 heures, dans des avions. C'est pénible, les amis, l'avion. Et donc, c'était des voyages de repositionnement. Comme ici, les font les nouveaux dirigeants quand ils veulent réécrire les narratifs de leur pays. C'est du tourisme, mon frère. Voilà encore quelqu'un qui vient me dire que c'était du tourisme. Ok, restez là, mon ami, tu vas comprendre. Et donc, ces voyages ont suivi 3 axes, Ndeko Masuku. 3 axes. 1. L'axe africain d'abord, pour reconstruire la confiance régionale. Deuxième axe, l'axe occidental, pour rétablir la crédibilité internationale. L'axe oriental et du Golfe, pour ouvrir des nouveaux partenariats économiques. Il faut qu'on se promène avec ces 3 axes. Baladons-nous, tenons-nous la main avec ces 3 axes. Que Félix a fait les tours du monde. L'axe africain, l'axe occidental, l'axe oriental et du Golfe. L'axe africain, pourquoi? Rebâtir la légitimité régionale. Comment? Avant de convaincre l'Occident, Félix a commencé par l'Afrique. Il a voyagé au Rwanda, il est parti en Ouganda, il est parti en Burundi, il est parti en Angola, en Afrique du Sud, au Kenya. L'objectif n'était pas la parade, comme nos amis ici aiment le dire. Félix voulait débloquer la méfiance entre voisins. Il faut me suivre dans la logique géopolitique, mes chers amis, et non dans une logique émotionnelle, sinon vous allez vous perdre. Le déblocage de la méfiance entre voisins, en d'autres termes, et faire comprendre que la RDC voulait la paix, pas la vengeance contre le Rwanda, pas la vengeance contre l'Ouganda.
À chaque étape, il portait un message simple. La guerre de 98 à 2003 appartient au passé. Nous n'allons pas aller chercher des cadavres. Le Congo veut coopérer, pas s'isoler. Il a aussi cherché à dissocier le peuple rwandais du régime rwandais et à réconcilier les intérêts économiques avec la sécurité régionale. Ça, c'était la première démarche. C'est ce qui lui a permis de lancer ensuite les initiatives de Nairobi et de Luanda, de réunir les voisins autour de la table. C'est ça la démarche. Et de montrer que Kinshasa n'était plus l'état silencieux de l'époque de Kabila. Ça, c'était la démarche, l'axe premier, l'axe africain. C'est-à-dire redorer les blasons, redonner la vraie image du leadership qui vient de s'imposer, les nouveaux hommes, le premier citoyen de la RDC a une vision. La vision, c'est pas de guerre, pas de vengeance, c'est construire ensemble. Et puis, l'axe occidental, en deuxième position, redonner la crédibilité à la RDC, là où vient l'argent. Ensuite, il s'est tourné vers l'Occident. Là, beaucoup ont crié « il voyage trop ». À Obima Mingi, à Komindeke, à Komine oiseau voyageur, à Komine touriste. Mais c'est ici que s'est joué le vrai repositionnement géopolitique. Dans le lobby, repositionnement géopolitique du Congo. Mon ami, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle la géopolitique, et Talio Awa, niveau 1. Félix Tshisekedi est allé à Washington pour rétablir les dialogues directs avec les États-Unis. 1. Oh, il est parti, il n'a pas vu le président, etc. Voici les oiseaux, oh, Babimakaba, Nouvelle-Amabé. Il est parti à Bruxelles et Paris pour réintégrer, réagencer la RDC dans les priorités africaines de l'Europe, puisque la RDC n'était plus visible. La RDC ne se voyait pas. La RDC était un État dont un certain Kagame parlait et disait que ce pays était un pays déconnecté de la réalité économique mondiale, de la réalité en termes de l'orthodoxie, en termes de la gestion du pays. Donc, le narratif était ailleurs. D'autres parlaient pour nous. Et là, Félix décide d'aller parler pour son pays et non laisser quelqu'un d'autre parler pour ses propres intérêts. Et donc, Bruxelles, Paris, Genève et New York pour faire entendre la voix du Congo à l'ONU. Rome et Berlin pour parler énergie, infrastructure et transition verte. Et donc, chaque voyage avait un but précis. Il ne s'agissait pas de visiter, mais de changer le regard. Qu'on change les regards sur la RDC. Jusque-là, le Congo était vu comme un problème humanitaire, d'accord? Tshisekedi voulait qu'il soit perçu comme une solution stratégique. À Washington, il a expliqué que la stabilité du Congo, c'est la stabilité de toute l'Afrique centrale. À Bruxelles, il a dit que le cobalt congolais est au cœur de la transition énergétique mondiale. À Paris, il a plaidé pour la RDC, pour que la RDC ne soit pas oubliée dans les financements climatiques. Vous comprenez? Et ces voyages ont repositionné les Congo au centre de la conversation mondiale. On a commencé soudainement à parler du Congo. Et l'axe du Golfe et de l'Asie, la diplomatie économique, troisième axe, les pays du Golfe et de l'Asie, là, Félix Tshisekedi a compris quelque chose que peu de présidents africains ont compris. Je dis ça et je donne des éléments. OK? C'est de la géopolitique, c'est de la haute diplomatie. Il faut le dire sans rougir.
Il faut le dire sans partisanerie. Lire un livre, et pas inventer l'histoire. Les amis, il y a quelque chose d'important. Si tu veux te libérer de l'aide du FMI, il te faut d'autres partenaires financiers. C'est ce que tu sais qu'il a compris. Il s'est donc rapproché du Qatar, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de la Turquie et d'Israël. Ces pays cherchaient de la terre, les amis. Ces pays-là, au Moyen-Orient, là où le soleil atteint le 45 à 50 degrés, ces pays-là cherchent l'eau. Ils cherchent de l'énergie et des opportunités d'investissement. Les Congos lui avaient tout cela. Félix a dit, nous avons tout ce que vous n'avez pas. Pour faire l'agriculture, pour nourrir vos populations, vous pouvez planter chez nous. Nous avons tout. Le Rwanda vous a donné une partie, quelque chose de mince, de petit. Nous avons le continent. Vous voulez faire de l'agriculture pour nourrir toute l'Arabie saoudite? Vous voulez nourrir tout le Moyen-Orient, puisque le Moyen-Orient est frappé d'un soleil du désert. Vous avez du mal à produire, à nourrir votre population. Nous avons un continent. Venez chez nous et exprimez-vous dans l'agriculture intelligente. Venez chez nous et travaillez. Mais attention, après nous partageons la production moitié-moitié. Est-ce que nous comprenons ça? Nous avons l'eau, nous avons l'énergie et des opportunités d'investissement. Les Congos, lui, avaient tout cela. Et ces visites à Doha, à Riyad, à Ankara et Tel Aviv ont posé les bases. Ce n'étaient pas des voyages inutiles. On posait les bases parce qu'il n'est pas parti dire bonjour. Oh, comment tu vas? Comment font les enfants? Non. Le monde, c'est l'économie. Le monde, c'est l'économie. Tout ce qui tourne autour, les influences, les guerres, la diplomatie, tout ça, c'est l'économie d'abord. D'abord, l'économie et on réfléchit comment déterrer cette économie. Le peuple congolais va profiter de la moitié-moitié, 50-50, mon ami Mister Islam. Nous n'avons pas la technologie que Israël a. Les tests implantés au Rwanda, l'agriculture intelligente, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas de capacités parce que nous n'avons pas des instruments. Alors, si nous ne pouvons pas les faire, vous, l'Arabie saoudite, vous, les Qatar, vous, l'Émirat arabe, votre pays est frappé du soleil, vous êtes dans le désert, donc venez et travaillez avec nous, nous partageons moitié-moitié. C'est ça la politique. C'est ça la stratégie. Faites vos plantations. L'expérimentation a réussi au Rwanda. Maintenant, venez ici travailler dans les continents. Vous aurez plus d'espace. Et la production, nous coupons moitié-moitié. Nous n'investissons même pas un franc, même pas un likuta. Venez investir. Venez avec vos machines. Venez avec votre technologie et transmettez aussi votre technologie. Et après, nous partageons moitié-moitié. C'est ça que Félix est parti demander, exprimer au niveau de ces pays du Moyen-Orient. Donc, ces visites à Doha, Riyad, Ankara et Tel Aviv ont posé les bases. Non, nous n'avons pas... ce n'est pas sous les contrôles étrangers, mon ami. Ce n'est pas sous les contrôles. C'est juste que nous n'avons pas suffisamment la technologie nécessaire. Nous n'avons pas de personnes suffisamment formées pour nous essayer dans une technologie dont les autres ont l'expertise, puisqu'ils ont expérimenté ça au Rwanda. Vous voyez? Nous sommes en train de traînailler, nous sommes en train
de tourner en rond. Rappelez-vous, mon cher mystère islam, que quand Mobutu a repris les entreprises occidentales, les entreprises zaïroises, détenues en grande majorité par les différents pays européens, il gérait, tout était géré en fonction que ceux qui recevaient leurs produits, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous étions un pays producteur et les entreprises attendaient que les produits soient transférés au niveau de l'Europe pour alimenter leur industrie. Mais vous savez mieux que moi, mon cher, que l'azérianisation a arraché les entreprises qui étaient mieux gérées par les Occidentaux, et ces entreprises ont été confiées à des Congolais et qui ont saboté les entreprises, qui ont mal géré. Et donc, ça a causé des problèmes là où ces matières premières s'est dirigées en Occident, parce qu'il fallait faire tourner l'économie. Si par an, on pouvait faire sortir de terre 500 000 kilos à la reprise des entreprises par les Congolais, nous avons quitté le 500 000 kilos à 25 000 kilos. Est-ce que c'est normal de faire ça? Donc, on conclut que les Congolais n'ont pas encore la matière grise nécessaire pour mieux gérer certaines entreprises. Et donc, voilà pourquoi, s'il faut dire la vérité, la FMI a obligé Kabila entre 2001 et 2010 de privatiser toutes les entreprises. Privatiser toutes les entreprises. Passant par la GECAMINE, ONATRA, Résideso, on appelle ça comment encore? La SNEL, la communication, tout a été privatisé. Pourquoi? Mais parce que entre 1971 et 1985, les Congolais ont détruit. Vous comprenez? Et donc, si vous êtes dans l'incapacité de gérer et de nous alimenter, donc, on va mettre des autres personnes. Vous devez privatiser votre entreprise parce que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir gérer. Puisque vous gérez mal, vous nous mettez en péril. Nous avons besoin d'avoir suffisamment de la matière première. Nous avons besoin que la chaîne d'approvisionnement ne se coupe pas, mais vos malgestions, vos incompétences font que la chaîne d'approvisionnement se bloque. Dans ces cas-là, l'incapacité exprimée, alors on vous change. Privatisez. Vous comprenez? Pardon. Et donc, les amis, ces visites à Doha, Riyad, Ankara, Tel Aviv ont posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie économique congolaise. Des accords concrets sur l'agriculture que nous ne maîtrisons pas, que comment, c'est quoi ces pays encore? Les pays où on avait chassé les Blancs, c'était quel pays? On a chassé les Blancs, on a récupéré les terres, l'agriculture, et puis tout s'est dégradé après. Parce qu'on n'avait pas encore la culture, le Zimbabwe. On a chassé les Blancs, et puis ils ont dit, nous allons nous-mêmes gérer, contrôler, etc. Et tout a été détruit. Vous voyez? Il faut avoir la culture de la chose. Il faut, au-delà de la compétence, avoir la culture de la chose. Et donc, ces visites ont jeté les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie économique congolaise, des accords concrets sur l'agriculture, la logistique, la cybersécurité et l'énergie. Les Rwandais avaient pris de l'avance sur ces partenariats,
Mais Félix Tshisekedi voulait ramener ses investissements directement au Congo, sans passer par des intermédiaires. C'est pourquoi on a vu plus tard l'implication d'Israël, s'impliquait dedans le Qatar, la Turquie, dans les grands projets congolais. Vous les voyez, Qatar est présent, la Turquie est présente, Israël est présente. Est-ce que ces voyages ont dérangé certains acteurs? Beaucoup de gens, y compris des alliés internes, ont commencé à critiquer. Certains disaient, ils voyagent trop. D'autres disaient, ils dépensent trop d'argent. Mais en réalité, ce qui dérangeait, c'est que ces voyages lui donnaient une indépendance nouvelle. Les réseaux Kabila et Kaméré, au début, son mandat, voulait qu'il reste dépendant des circuits internes du pouvoir, qui ne s'envolent pas, qui n'aillent pas visiter d'autres cieux, d'autres acteurs. Mais Félix Tshisekedi a compris que pour diriger librement, il fallait créer des alliances extérieures qui dépassent les contrôles des vieux clans, plus forts qu'eux. Chaque voyage lui donnait plus de crédibilité internationale et donc moins de dépendance vis-à-vis de ceux qui, à Kinshasa, voulaient le maintenir en cage politique. Ces voyages ont été sa manière de rompre l'isolement du pouvoir, sortir un peu du carcan des Kabila et de rendre la RDC à nouveau visible, fréquentable et respectée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le résultat, c'est que grâce à cette diplomatie mobile, la RDC a obtenu 1. Le siège de la présidence de l'Union africaine en 2021, une première en 60 ans. 2. Des accords de coopération minière avec les États-Unis et l'Union européenne. 3. La reprise du dialogue économique avec la Banque mondiale et le FMI. 4. Et surtout, la visite d'investisseurs et de chefs d'État étrangers qui viennent à Kinshasa. Avant lui, le Congo était un pays où personne ne voulait venir. Aucun président ne venait en RDC. Le dernier président, c'était monsieur François Hollande. En 2012, il était venu pour ridiculiser le président Joseph Kabila pour dire que c'est un scandale, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas un processus transparent au niveau des élections. Donc, il était venu pour hacher le président Kabila. Et donc, après lui, je n'ai pas de mémoire qu'un président soit venu. Et donc, vous comprenez que avant lui, le Congo était un pays où personne ne voulait venir. Aujourd'hui, les présidents israéliens, le président kenyan, le président du Qatar, le représentant du Qatar, de la France, etc., et même des grandes compagnies américaines et européennes viennent à Kinshasa, les amis. C'est un changement. C'est un changement. Tout cela, c'est le fruit de ces voyages qu'on lui reprochait. En résumé, parce qu'on demandait, mais où sont les conséquences? Qu'est-ce que ça donne comme avantage concrètement? Est-ce que la population mange? Est-ce que l'assiette du ménagère est remplie? Est-ce que les routes sont construites? Mes chers amis, une maison ne se construit pas en un jour. Mais une maison peut se détruire en un jour. On peut tout détruire en une journée, mais vous ne pourrez jamais construire une maison en une journée. Vous voyez, détruire c'est facile, mais construire, il faut de l'intelligence. Construire,
ça demande des peintres, ça demande des maçons, ça demande des électriciens, ça demande des plafonneurs, ça demande des couvreurs, ça demande des électriciens, ça demande beaucoup de corps de métier pour construire une maison. Mais pour détruire une maison, ça ne demande pas du tout d'avoir toutes ces compétences. Il faut qu'on vous donne un tracteur, vous, un fumeur de chanvre, ou je ne sais pas moi, un homme sans culture, on vous donne juste un marteau, on vous dit détruis, vous détruisez en une journée, tout est détruit. Vous comprenez? C'est comme on peut dire aussi que la critique est aisée. On a facile à épingler les défauts, on a facile à critiquer. Mais quand il faut faire des propositions, alors là, ça demande de l'intelligence. Vous voyez? Ça demande d'avoir une intelligence, je dirais, panoramique. Et là, c'est un problème. Et malheureusement, la plupart n'ont pas ces outils, n'ont pas ces dispositifs et aiment écouter la critique. Vous comprenez? Et donc, je le répète avant de partir, avant de poursuivre, on détruit une maison en une journée, même en 4 heures, on détruit une maison si les machines sont là, bien équipées, mais on ne construit pas une maison en une semaine. Vous comprenez? On peut détruire un château en une journée, un château qui a été construit pendant 200 ans. Il y a des châteaux qui ont mis 200 ans pour être construits. Mais ces châteaux qui ont mis 200 ans pour être construits, on peut détruire ces châteaux en une journée. Donc, détruire, c'est facile. Construire, ça demande de l'intelligence. Donc, les amis, vous avez compris qu'on reprochait à Félix Tshisekedi de trop voyager. Mais ce sont ces voyages qui ont ramené le Congo sur la carte du monde. Il ne voyageait pas pour se promener, mon frère qui a dit ici que c'est promener parce qu'il était un touriste. Il voyageait pour réécrire le narratif du pays, pour corriger les malentendus diplomatiques et pour négocier directement la place du Congo dans le monde de demain. Là où Kabila avait fermé les portes dans la diplomatie du silence, Tshisekedi les a réouverts une par une et pas pour lui. Et donc Tshisekedi les a ouverts pas pour lui, mais pour repositionner les Congo au cœur de la géostratégique mondiale. De la diplomatie à la stratégie. Vous avez compris qu'il a fallu d'abord se repositionner. Il a fallu d'abord montrer que nous existons, que nous avons une valeur. Il a fallu parler aux chefs d'État, parce que principalement, c'était les chefs d'État qui décident, ce sont les chefs d'État qu'il fallait rencontrer pour donner la vraie image, le vrai message, la vraie réalité de la RDC et dire que la RDC, ce n'est pas que la guerre à l'Est. La RDC, c'est aussi le minerai. La RDC, c'est aussi une population de 120 millions, donc un marché à venir ou un marché potentiel. La RDC, c'est aussi l'avenir de demain. La RDC, c'est aussi plus de la moitié de la population jeune. La RDC, c'est aussi un terrain dont vous pouvez investir. La RDC, c'est aussi la forêt, la faune, etc. La RDC, ce n'est pas que la guerre, ce qu'on vous a dit. Donc, la diplomatie pour repositionner le Congo, pour que le chef d'État jeune, le député jeune, qui a entendu parler de la RDC depuis 30 ans, d'accord, 3 décennies, RDC, un pays
déconstruit, un pays incapable à gérer, un pays de plus de 120 groupes armés. Les amis, on n'attendait que ça à la télé. On n'attendait que ça. On n'attendait pas autre chose. Si vous posez à mes enfants, parce que j'ai eu à refaire un recyclage, à l'époque, je pose la question à mes enfants, votre pays, la RDC, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la RDC, c'est la guerre, les enfants des guerres, les enfants qui font la guerre, la RDC, c'est la fin. Voilà ce qu'on racontait sur la RDC. Il y a des enfants qui ont grandi avec ça et qui occupent des postes stratégiques, qui sont des diplomates, qui sont aujourd'hui des députés, des sénateurs, qui sont des ministres, d'autres des présidents, et qui ont grandi avec ce narratif. Et si vous ne sortez pas pour aller dire autre chose que ce que Kagame a dit, ce que le média qui soutenait Kagame a raconté, si vous ne sortez pas, le paradigme ne change pas. Le paradigme ne change pas. On vous verra seulement un pays de misère, un pays qui ne sert à rien, un pays qui n'a rien. Pendant que d'autres profitent, pendant que d'autres font sortir des minéraux, pendant que d'autres font sortir l'or, pendant que d'autres font sortir des coltans, pendant que d'autres font sortir les cafés, pendant que d'autres font sortir du pétrole. Mais le message, le narratif collectif, c'est un pays de guerre, des enfants militaires, etc. Pendant que d'autres se tentaient de piller. Donc il a fallu sortir, aller changer ces narratifs-là. La diplomatie, les amis. La géopolitique. Ici, maintenant, nous abordons l'autre étape. De la diplomatie à la stratégie. Comment les voyages de Félix Tshisekedi ont préparé les accords de Washington. Comment? Tout a commencé par un changement d'image. L'image, on change les narratifs. Les voyages, le premier voyage de Félix Tshisekedi n'était pas que des courtoisies. Ils ont redonné un vrai visage diplomatique crédible à la RDC. Le monde a découvert un président ouvert, un président calme, un président surtout pragmatique, rationnel, capable de dialoguer aussi bien avec Biden sans complexe, avec Macron sans complexe, avec Erdogan et Xi Jinping ou les Émiratis, sans complexe. Vous comprenez? En 3 ans, la RDC est passée du statut de pays en crise, pays où vous trouvez des enfants soldats, on ne parlait que de ça, les pays où on compte plus de 7, 10, 15 millions de morts, et on nous parle ici de seigneurs de guerre. On nous parle ici de groupes armés congolais, mais jamais on dit groupes armés soutenus par tel pays, les Rwanda. Mais le narratif, le biberonnage, c'était que 125 groupes armés, un pays en décomposition, un pays dont Kinshasa n'arrive pas à gérer. Donc, que ça. C'était le narratif. Vous comprenez? Un pays en crise. En 3 ans, la RDC est passée du statut de pays en crise à celui d'un pays pivot du futur énergétique mondial. En 3 ans. C'est cette crédibilité retrouvée qui a permis de préparer discrètement les accords de Washington. Nous sommes en train de palper les conséquences. Ces accords ne sont pas tombés du ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est improvisé comme ça. Vous pensez que Félix et Kabila, et plutôt Kagame, se sont retrouvés à Doha comme ça, boum. Vous pensez que c'était improvisé?
de Luanda, il se retrouve à Doha. Vous pensez que les Américains improvisent les choses? Tout ça était déjà calculé. Tout était calculé. Et donc, ces accords ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le résultat de plusieurs années de repositionnement diplomatique, de discussions bilatérales, tête à tête, et de participation à des forums internationaux où Félix prenait la parole et fermement disait des choses clairement, sans émotion, où le Congo s'est affirmé comme un acteur clé de la transition énergétique. Nous sommes un pays solution. Nous sommes un pays qui a la forêt. Nous sommes un pays qui a l'eau. Nous sommes un pays qui a une grande jeunesse. Nous sommes un pays qui a une superficie continentale. Nous sommes un pays qui a la terre. Nous sommes un pays. Nous sommes un pays. Nous ne sommes pas que l'Est. Nous ne sommes pas que ce que vous entendez, ce que les médias vous racontent. Nous sommes autre chose. Et ça a permis, dans ces sommets, à Félix de parler. Vous comprenez? Et donc, nous comprenons que les résultats de plusieurs années de repositionnement diplomatique, de discussions bilatérales et de participation à des forums internationaux où le Congo s'est tout simplement affirmé comme un acteur clé de la transition énergétique. Les États-Unis ont compris que le Rwanda ne suffisait plus. C'est ça qui est intéressant maintenant. Pendant 20 ans, les États-Unis ont fait confiance à Kigali pour la stabilisation de la région. Comprenez déjà que toutes les entreprises au niveau de la RDC qui exploitaient l'or ou qui exploitaient les coltans, le cobalt, tous ces produits que vous connaissez, les amis, ces entreprises étaient entre les mains des grandes puissances. Il faut déjà acter ça. Parce que si vous vous focalisez sur le Rwanda, que le Rwanda, c'est elle qui fournissait l'Occident dans son entièreté, vous faites erreur. Vous faites erreur. OK? Le Rwanda a profité de l'Est, de la porosité, de la faiblesse, et le Rwanda a commencé à piller là-bas. Mais le Rwanda ne vendait pas au monde entier. Le monde entier s'est invité en RDC par l'intervention de la FMI et la Banque mondiale qui a donné accès pour récupérer les entreprises congolaises. Donc les entreprises congolaises étaient entre les mains des grandes puissances. Les entreprises au niveau des Katanga sont entre les mains des grandes puissances, que personne ne vous trompe. Donc, sans Kagame, le monde tourne. Comprenez? Sans Kagame, le monde tourne. Mais Kagame a dépouillé la RDC de beaucoup d'or. Beaucoup d'or. Beaucoup d'or. Parce que les grandes puissances s'alimentaient en Chine. En termes de produits finis, des coltans, etc., raffinés, ils allaient acheter en Chine. Donc, le Rwanda, c'était juste un nid, un petit nid. Vous comprenez? Un nid. Le Rwanda vendait aux entreprises américaines, le Rwanda vendait aux Chinois, ils vendaient au monde arabe. Donc, le Rwanda n'était pas un instrument, ce que je veux dire par là, ce n'est pas les Rwandais qui nourrissaient les Américains, les Français, l'Union européenne et l'Amérique. Les Rwandais, c'est un tout petit nid. Mais le plus grand de nourriture, ça s'est passé au Katanga, les amis. Soyez conscients de ça. Et donc, les Américains n'avaient pas demandé au Rwanda de massacrer les Congolais. Les Américains ont demandé au Rwanda de sécuriser la région. Les Rwandais en ont profité pour piller la RDC.
Londres, New York, Washington n'ont pas demandé au Rwanda de tuer, de Dja, si vous voulez. Mais le Rwanda a saisi l'opportunité qu'on lui a donnée pour la sécurisation de la région. Il en a profité avec l'Ouganda de dépouiller la RDC. Vous comprenez ça? Parce que la production mondiale ou l'industrie mondiale est alimentée en Chine. Ce n'est pas au Rwanda. C'est en Chine, ce n'est pas au Rwanda. Donc, retenez ça. Puisque sur les 15 raffineurs ou raffineries, sur les 19 raffineries au monde, en Chine, il y en a 15. 15 raffineries en Chine et dans le monde entier, il y en a 19. Donc ce n'est pas le Rwanda qui nourrissait les entreprises occidentales, mais c'est la Chine. Je pense que là, il faut comprendre ça. Les amis, vous avez compris que, et je dis ça pour qu'on comprenne ce qui va suivre. Pendant 20 ans, les États-Unis ont fait confiance à Kigali pour stabiliser la région et non pour tuer en RDC. Mais les guerres répétées dans l'est de la RDC, la crise du M23 et les accusations de pillage de minerais ont fini par faire tomber les masques. Washington a alors réalisé deux choses. Deux choses. Un, le Rwanda n'est pas la solution. Il est au cœur du problème. Les Rwandais, il est au cœur du problème. C'est CNDP, RCD, CNDP, 1V31, 1V32. Donc, M. Kagame est un faiseur de guerre. On ne t'a pas demandé de faire la guerre à la RDC. On t'a demandé de sécuriser la région. La sécurisation de la région ne passe pas par des morts, de millions de morts en RDC. Ce n'était pas l'objet, ce n'était pas le but. Mais les Rwandais niaient toujours. Les Rwandais niaient. Ils disaient non, ce n'est pas nous. C'est une rébellion interne. Et les entreprises volaient. Et donc, les Rwandais n'est pas la solution. Il est au cœur du problème. 2, la stabilité des Grands Lacs passe par Kinshasa, ça ne passe pas par Kigali. Et c'est là que les voyages de Félix Tshisekedi ont changé la donne. En allant à Washington, en participant à des sommets multilatéraux et en envoyant ses ministres présenter la nouvelle stratégie congolaise, il a réussi à convaincre les États-Unis que la RDC devait redevenir le centre du dispositif régional. En clair, Félix a renversé les centres de gravité diplomatique. Le Congo n'est plus celui qu'on secourt, c'est celui autour duquel on s'organise. Point barre. Les accords de Washington 2025, le tournant c'est silencieux. Ces accords sont la conséquence directe de ce travail de terrain diplomatique. Il vise à 3 objectifs essentiels. Ici, nous avons, premièrement, la stabilité de la région des Grands Lacs. Il faut stabiliser là où Kagame a échoué. Il faudrait que quelqu'un d'autre puisse s'y atteler. Les États-Unis veulent mettre fin à 30 ans de guerre à l'Est, car les minéraux du Congo sont désormais stratégiques pour leurs industries, parce qu'aujourd'hui, nous parlons des véhicules électriques. Hier, on n'en parle pas. Je vous ai dit que la Chine a pris de l'avance. La Chine était un visionnaire. La Chine avait vu loin, avait déjà vu. La Chine avait déjà prophétisé sur 2025. Et donc, Washington pousse donc à une solution politique encadrée, où la RDC garde le leadership, mais dans un cadre international surveillé. Quand vous dites ça aux Congolais, les amis, pour ne pas me répéter,
il y a des investissements israéliens au Rwanda parce qu'ils ont leurs entreprises au niveau de cybersécurité, au niveau de l'agriculture et au niveau aussi euh, de sécurisation des données. Et les Rwandais le payent pour ça. Ils sont là sur place. Vous avez le Qatar qui est dans l'agriculture pour nourrir le Qatar. Parce qu'eux n'ont pas de terrain fertile, n'ont pas de terre arable. Et donc les Rwandais les ont ouvert la porte. Et ils sont sur place, ils ont installé ils ont mis en place une agriculture intelligente. Et ils mangent la nourriture qui est au Rwanda, dont eux-mêmes ont créé le dispositif. Ils ont investi de millions. Ce n'est pas que le Qatar, vous avez aussi l'Arabie Saoudite qui mange au Rwanda, parce qu'eux n'ont pas de terre. Mais vous pensez que pendant qu'ils s'organisaient au Rwanda, ils ne regardaient pas la RDC en disant « Oh là 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 là, si seulement la RDC était bien gérée. Oh là, si seulement la RDC était bien gérée, comment je pense que nous serions devenus, on allait livrer pratiquement toute l'Arabie. Un potentiel. Et aujourd'hui, ils ont leurs intérêts au Rwanda. Le Qatar détient 65% de parts au niveau de Rwanda. Au niveau de l'aéroport. Le Qatar a investi dans des hôtels. Donc, des milliards ont été éjectés au Rwanda. Je vous parle ici seulement du Qatar. Mais regardez aussi l'Arabie Saoudite qui mange aussi au Rwanda. Parce que l'Arabie Saoudite n'a pas non plus de terre fertile. Donc, l'Arabie Saoudite fait son agriculture au Rwanda. Les Émirats arabes font leur agriculture au Rwanda. Vous comprenez? Et donc, forcément, ils y ont investi de l'argent. Si vous faites la guerre au Rwanda aujourd'hui, vous allez détruire leurs économies, leurs intérêts. Donc ici, il n'est pas question de faire la guerre au Rwanda pour détruire les infrastructures, ce que ces différents pays ont injecté, mais il est question de rompre calmement face à quelqu'un qui s'est nourrissé en RDC, face à quelqu'un qui ne s'attendait pas que demain ça pouvait changer, face à quelqu'un qui sait que c'est la mort lente. Et donc cette personne doit résister. C'est normal que la personne résiste. C'est tout à fait normal. La sortie de Kagame, c'est normal que Kagame dise non, ces accords-là, moi je ne connais pas. C'est normal que Kagame résiste parce que Kagame sent sa mort. Mais ce n'est pas la faim ou sentir la mort qui va faire reculer les Qatars qui voient en RDC un potentiel pas régional, mais un potentiel, comment que je peux dire ça, continental. Les Rwandais, nous avons testé, c'est bon, nous mangeons au Rwanda, mais on peut encore beaucoup mieux manger en RDC. Donc on va s'installer en RDC. Arabie Saoudite, on va s'installer en RDC. La visite du président israélien, nous allons nous asseoir en RDC pour sécuriser les données, sécuriser la traçabilité, sécuriser les données gouvernementales. Nous voulons sécuriser le cadre au niveau de ce qu'on appelle ça comme encore la technologie en termes de sécurité, etc. Il y a des choses que Israël a à offrir aux Congolais. Les Congos, ce n'est pas 10 millions, c'est 125 ou 120 et 100 à 120 à 125 millions de gens. Le Congo, ce n'est pas 350 000 km². Le Congo, c'est 2350, 2 350 000 km². Le Congo, ce n'est pas un petit morceau du fleuve. Le Congo, c'est de l'eau. Le Congo, c'est Inga 1, le Congo, c'est Inga 2, le Congo, c'est Inga 3. Et donc, si vous ne voyez pas tout ça, alors vous allez penser que les Rwandais est plus fort, que les Rwandais nous malmènent. Non, les Rwandais est une histoire passée. Sinon, les amis,
l'Amérique n'allait pas prendre en main cette histoire. Et donc, les États-Unis veulent mettre fin à 30 ans de guerre à l'Est, car les minerais du Congo sont désormais stratégiques pour leur industrie. Washington pousse Doha, donc une solution politique encadrée où la RDC garde le leadership, mais dans un cadre international surveillé. Assurer la traçabilité de minerais critiques. L'Amérique veut être sûre que les métaux qu'elle achète ne viennent pas des zones de conflit. Les banques américaines, les assureurs américains ne veulent plus accompagner les entreprises là où se trouvent des minerais, mais dans un environnement conflictuel. Ils ne veulent pas accompagner, ils ne veulent plus financer. Et les entreprises américaines doivent être en RDC. Ça, c'est une loi qui a été votée parce qu'il y a un problème, une dépendance chronique à la Chine. Les États-Unis veulent sortir de cette dépendance parce que c'est une dépendance dangereuse. Parce que la Chine peut décider de ne pas livrer, de réduire les quotas et paralyser vos entreprises. L'Amérique le sait. Pendant la Covid, les frontières étaient fermées. Les frontières étaient fermées et donc les États-Unis ont senti qu'ils étaient vraiment dépendants parce que les matières premières nécessaires pour faire avancer leurs industries ne venaient plus puisque les frontières étaient fermées. Ils ont senti que là, les Chinois ont réellement nos poumons entre leurs mains. Ça doit changer tout ça. Vous comprenez? Les Européens, mêmement, ont vu que ici, nous sommes dépendants de la Chine. Et donc, les Américains veulent être sûrs que les métaux qu'elles achètent ne viennent pas des zones de guerre. Les accords prévoient donc la création d'un système de suivi numérique du cobalt, du cuivre et du coltan, directement géré depuis Kinshasa avec supervision américaine. Valoriser l'intégration économique régionale plutôt que d'avoir un Congo isolé. Les États-Unis veulent un bloc économique stable. Évidemment, le Rwanda est inclus dedans. RDC, le Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Zambie et Angola. Mais certains Congolais diront qu'il faut exclure le Rwanda. Comme hier, certains Français disaient il faut exclure l'Allemagne. L'Allemagne est surveillée. L'Allemagne ne peut pas avoir des armes. L'Allemagne est auteur de la première guerre 14-18, deuxième guerre 40-45. Donc l'Allemagne, il faut l'exclure parce qu'à cause d'Allemagne, nous avons connu 2 guerres. Mais l'Allemagne a été inclue parce que la guerre dans le monde entier, c'est toujours l'économie. Si vous avez un voisin qui n'a pas, si ce voisin a une position stratégique en termes de puissance, ce voisin va vous pénétrer, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça le monde. Et donc, il faut une intégration économique. Mais certains Congolais diront, non, c'est nous, nous allons vendre notre pays, etc. Les amis, soyez, je dirais, stratégiques. Vous êtes la locomotive, vous allez tirer tout le monde. Parce que s'il n'y avait pas des complices en interne, des complices congolais, les Rwandais ne pilleraient pas chez nous. Ce sont des complicités des Congolais qui a avantagé, favorisé aussi que le Rwanda puisse se maintenir et se sédentariser à l'Est. Et donc, RDC en tête de file, Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, la Zambie et l'Angola. L'idée est de relier ces pays par des corridors énergétiques, ferroviaires et numériques dans le cœur logistique et énergétique serré
la RDC. Donc, les accords de Washington visent à remplacer la logique militaire par une logique économique et régionale. C'est une nouvelle manière de pacifier la paix par le projet. Le rôle direct des voyages de Tshisekedi dans ces accords. Sans ces voyages, ces accords n'auraient jamais été possibles. Parce que Washington, Bruxelles, Doha, Tel Aviv et Ankara avaient besoin de faire confiance à un visage politique stable. Chaque déplacement de Félix Tshisekedi a contribué à construire cette confiance à Doha. Il a discuté avec les Qatar pour que les investisseurs arabes s'intègrent dans la nouvelle architecture économique régionale. À Riyad, il a obtenu un engagement saoudien sur le fonds agricole et énergétique. À Paris et Bruxelles, il a plaidé pour l'ouverture des corridors logistiques sécurisés. À Tel Aviv, il a posé les bases des coopérations technologiques et sécuritaires. Et à Washington, il a rassemblé tout cela dans une vision globale, une région stabilisée par l'économie et l'énergie propre. C'est exactement cette vision qui est devenue ici la base des accords de Washington de 2025, les amis. Est-ce que vous comprenez? Apparemment, le Congo vient de gagner. Je ne sais pas si le Congo a gagné ou pas, dites-le moi. Ce que ces voyages ont changé pour l'image du Congo avant 2019, personne ne prenait la RDC au sérieux. Les conférences internationales parlaient du Congo sans les Congos, les amis. D'autres racontaient son histoire, décidaient à sa place et les grandes décisions sur le minerai se prenaient à Kigali, Nairobi ou à Londres. Mais depuis que Tshisekedi a entrepris sa diplomatie directe, les choses ont radicalement changé. Aujourd'hui, on parle avec la RDC et non sur la RDC. Kinshasa a retrouvé une voix, une dignité diplomatique et une crédibilité économique. Les États-Unis, l'Union européenne, Israël, les Golfe et la Chine voient désormais le Congo comme un partenaire stratégique, pas comme un terrain d'exploitation. Pourquoi? Prenons par exemple un nom. Pourquoi Kaméré et certains clans ont été dérangés de ces voyages? Pourquoi? Tablon si Kaméré et pourquoi pas Katumbi. Les voyages de Tshisekedi ont bousculé les anciens circuits du pouvoir. Et je pense que j'en ai parlé avant-hier, je pense, que sur le choix du président Félix Tshisekedi, parce qu'il y avait un choix, les États-Unis, surtout l'Angola, Londres, la Belgique ont choisi qui devait remplacer Kabila. Ça, c'est un secret des polichinelles. Hein? Qui devait remplacer. Ils ont tablé sur d'abord Fayoulou. Ils ont dit Fayoulou, il a des contacts avec Katumbi. Katumbi a des contacts avec Kaméré, avec Kabila. Et donc, c'est un réseau, c'est les mêmes personnes. Donc, allez, mets de côté Fayoulou. Ils ont dit, bon, on peut tabler sur Kaméré. Ils voulaient Kaméré. En tout cas, les Rwandais voulaient Kaméré à la place de Félix. Et les Angolais ont dit, Kaméré, il a des relations, il a travaillé longtemps, il a travaillé avec, dans le début avec Kabila. Donc, il a un lien familial. Et Kaméré, dans ses liens familiaux avec Kabila, ces liens passent aussi par Katumbi et ça passe aussi, évidemment, par Kigali. Donc, Kaméré, ce n'est pas les bons messieurs, on ne les prend pas.
Et ils ont tablé sur Katumbi. Katumbi, bon, Katumbi c'est un commerçant, Katumbi ne parle pas trop, Katumbi, il est plutôt dans les affaires. Katumbi, non, Katumbi, il est avec Kabila. Katumbi peut parler, il va mettre ses affaires en premier lieu, donc on ne prend pas Katumbi. Et ils ont tablé sur Félix. Félix, quelqu'un qui a déjà fait la diplomatie, qui a beaucoup voyagé, du temps de son père, il était secrétaire. En tant que secrétaire, il a voyagé partout, donc il était déjà connu auprès de beaucoup de chefs d'État, et connu que c'est un pacifique, quelqu'un qui peut négocier, quelqu'un qui est calme. Et donc, on a tablé sur Félix, mais le Rwanda de Kagame n'était pas d'accord. Et donc, pour dire que les élections de 2018 n'étaient pas des élections, on va dire, démocratiques. Et on a choisi un homme. Vous comprenez? Et ça, c'est ça l'actualité. C'est ça la vérité. On a choisi un homme pour remplacer Kabila. Et on a pesé Kamere, pesé Katumbi, pesé Fayulu. Non, on va garder Félix. Il est beaucoup plus ouvert au dialogue. Et donc, les amis, nous comprenons que les voyages de Tshisekedi ont bousculé les anciens circuits du pouvoir. Avant, les décisions internationales passaient toujours par des intermédiaires, certains conseillers, des lobbyistes, des réseaux liés à l'ancien régime. Ces gens contrôlaient les contrats, les commissions et la communication extérieure du pays. Mais avec Félix, tout a changé. Il a court-circuité ces réseaux. Il est allé lui-même expliquer la vision congolaise aux puissants mondiales. Résultat, les intermédiaires ont perdu leur influence, les deals secrets ont été explosés et le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé vers le président lui-même. C'est pour ça que ces voyages ont été tant critiqués. Il s'est dérangé, d'accord? Il ne dérangeait pas car il ne dérangeait pas par les coûts que ça coûtait, d'accord? Mais parce qu'il coupait les anciennes chaînes d'enrichissement et déplaçait les poids des contrôles du pouvoir. Les résultats finaux, le Congo devient centre d'équilibre régional. Donc, grâce à cette stratégie du voyage, d'aller vers les homologues, vers d'autres pays pour changer les narratifs, pour montrer le visage vrai de la RDC est aujourd'hui devenue le carrefour énergétique. Nous avons Inga, Ruzizi, nous avons Kivu, le réservoir minier stratégique mondial, les pivots diplomatiques régionaux avec l'Angola et le Kenya comme partenaires d'équilibre ici, les États-Unis, l'Europe et les pays arabes s'accordent désormais sur une idée. Si la RDC tombe, c'est toute l'Afrique centrale qui s'effondre. En inversant et inversement, si la RDC se stabilise, c'est toute la région qui se développe. C'est cette logique qui guide aujourd'hui les accords de Washington. Créer une RDC forte, non pas pour dominer, mais pour servir d'ancrage régional entre le bloc économique. La conclusion, les amis, les voyages n'étaient pas des vacances, c'était une reconquête. Félix n'a pas voyagé pour fuir les réalités du pays. Il a voyagé pour ramener le pays dans la réalité du monde. Chaque déplacement était une bataille diplomatique. Chaque rencontre, un message politique. Et chaque signature, une pierre ajoutée au mur de crédibilité du Congo. Les accords de Washington 2025 ne sont pas un miracle. Ce sont le fruit des 5 années de diplomatie directe, la patience et l'intelligence. Et donc, les amis, la RDC dans les accords de Washington
de retombées concrètes pour le peuple. C'est quoi les retombées concrètes pour le peuple ici? D'abord sur les plans sécuritaires et militaires. Les accords de Washington ne sont pas uniquement économiques. Ils contiennent aussi un volet sécuritaire, discret, mais fondamental. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire quoi? Les États-Unis et plusieurs partenaires, notamment Israël et la Turquie, vont aider à réorganiser et moderniser l'armée congolaise, la FARDC. Le but n'est pas d'envoyer des soldats étrangers, mais de former les cadres congolais, d'éliminer les infiltrés et d'installer une chaîne logistique professionnelle. C'est déjà en cours là maintenant. Nourriture, la chaîne logistique, nourriture, munitions, carburant, communication. Et ça vise aussi les changements concrets. Fin des unités fantômes, des soldats fictifs, payés sur papier alors qu'ils n'existaient pas, paye numérique et directe des militaires via des comptes bancaires. Les militaires recevront leurs soldes directement sur la compte. Il n'y a plus de papier. Formation en renseignement et défense électronique. Mise en place d'un centre de commandement régional à Goma pour surveiller les frontières en temps réel. En clair, l'armée congolaise doit redevenir congolaise dans sa tête, dans sa discipline et dans sa structure. Les infiltrés, les doubles jeux et les complicités vont être peu à peu neutralisés. Et c'est déjà en cours. Je vous dis, plus de 60 officiers supérieurs sont à Gombe là-bas, ils sont jugés. Comment on les a arrêtés? Vous pensez qu'on les arrête comment? Vous pensez que comment ces gens-là tombent un par un? Parce qu'il y a l'intervention des États-Unis, des lignées européennes qui met à l'écoute leur communication. Ils sont suivis de près. Chaque personne qui est soupçonnée est mise directement à l'écoute et les soupçons payent par la suite. On comprend que cette personne est en intelligence avec l'ennemi. Voilà pourquoi les gens tombent. Même le plus proche de Félix Tshisekedi, les gardes du corps rapprochés tombent. Pourquoi? Parce que la communication, vous ne gérez pas vos téléphones, vos ordinateurs. Votre communication est surveillée. Et donc, si vous êtes surveillé, si vous êtes soupçonné, on ne fait qu'une chose. Est-ce que ce monsieur a un téléphone? Ok, mettons sur écoute le téléphone. Le message, tout est lu. Et un par un, Bazokoya, Moko la Moko. Et donc, en clair, les amis, l'armée congolaise doit redevenir congolaise dans sa tête. C'est ce qui explique d'ailleurs les arrestations de plusieurs officiers depuis 2024. Le nettoyage a commencé parce que les partenaires exigent une armée fiable avant de financer les grands corridors économiques. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous faites le lien maintenant? Ça, c'est sur les plans militaires. Alors, sur les plans économiques intérieurs, le cœur de cet accord, ou de ces accords, c'est la redistribution de l'économie nationale. Jusque-là, la RDC produisait des richesses. Mais l'argent ne revenait jamais dans la caisse de l'État. Voici ce qui va changer maintenant. Les exportations minières seront désormais suivies électroniquement avec un code de traçabilité numérique attribué à chaque lot de cobalt, cuivre, coltan ou or. Les recettes d'exportation ne passeront plus par des circuits opaques à Dubaï ou à Kigali, mais directement par la Banque centrale du Congo, BCC. Les provinces minières devront reverser automatiquement leur quote-part au Trésor national sans intermédiaire politique. Vous comprenez? Et donc, le résultat, plus de revenus directs pour l'État et donc plus de marge pour payer les enseignants,
les médecins, les soldats. C'est aussi un moyen de couper les financements indirects des groupes armés, puisque le minerai trafique, perdant leur valeur sur le marché international. Les amis, je pense qu'il est bon que je m'arrête. D'accord? Ça fait 2 heures que je parle. Je pense qu'il y a encore des choses à dire au niveau de l'agriculture sociale, sur le plan énergétique, sur le plan jeunes et formation, sur le plan des infrastructures et logistiques, sur le plan politique institutionnel, etc. Nous pourrions peut-être en parler demain, si Dieu nous prête le souffle. Mais pour l'instant, je dois garder ma voix. Je dois m'arrêter parce que ma voix me sert aussi de travailler pour gagner de l'argent. Vous comprenez? Donc, ma voix est un instrument pour moi pouvoir manger du pain. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si demain, nous avons le souffle, nous reviendrons pour la suite parce que ce n'est pas terminé. La suite, les conséquences positives de ce multiple voyage. C'est quoi les conséquences? Est-ce que c'était juste pour s'amuser, juste pour se promener, juste pour dire que je voyage, touristique, etc. Les Congolais, franchement, tokola. Voilà, je vous souhaite évidemment de passer une bonne nuit, bonne journée, c'est Boza Moussika, et à demain pour d'autres analyses. Bye bye, ciao. Umhlaba uyakhuluma, izwi lakho liyamangalisa. Ngaphakathi kuwe amandla ami, ngaphakathi kuwe ikhaya lami, ngaphakathi kwethu amandla khalipha, ngaphakathi kwethu isibani siyakhanya. Phakama, phakama mawethu, sigugu, sigugu, njalo njalo, njalo njalo, ubumnandi bempilo buyafihla. Il y a tout pour Noël chez Extra Shop, comme des figurines de Père Noël à 4,99 € pièce.